C'est une question assez générale. Moi, je suis surpris, donc en dehors de la recherche, je suis militant. Je suis surpris quand on s'adresse aux agriculteurs en particulier sur le fait qu'ils ont finalement appris à cultiver en retournant les sols, en les mettant à nu, en utilisant beaucoup de produits chimiques, éventuellement en utilisant des capteurs pour avoir l'impression de faire mieux. Donc je me dis qu'il y a probablement dans les urgences, pour avoir des transitions aussi fortes sur les 10, 15 ou 20 ans qu'on a aujourd'hui, un problème majeur de formation des jeunes générations. Et je n'entends pas beaucoup de discours autour de ça, sur l'urgence de mettre ça en place. Une question peut-être sur l'agriculture, on dirait. Hein. Oui, je crois que je vais dire quelques mots. Donc, vous avez sans doute perçu dans l'intervention qu'il y a un lien, on revient à ce que disait Pavel Kabat, il faut sortir un petit peu des silos. Ces enjeux sur les sols, ce sont aussi des enjeux sur l'agroécologie, mais ce sont aussi les enjeux sur la biodiversité, le climat. Donc il y a vraiment la possibilité de montrer que tout ça fait système. Et effectivement, cette prise de conscience que cela fait système, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans l'enseignement agronomique traditionnel, ou du moins tel qu'il était conçu il y a une dizaine d'années, et qui n'est sans doute pas présent non plus dans l'enseignement que délivrent les lycées agricoles. Donc il y a en ce moment un groupe de travail, un plan d'action qui a été proposé par le ministère, qui s'appelle Enseigner autrement, qui, je pense, s'efforcera de réduire un peu cette fracture entre ce que l'on enseigne et, disons, la perception plus systémique et aussi plus globale que l'on peut avoir aujourd'hui. Ce que je voudrais simplement, ça a été un petit peu dit, mais c'est remettre la biodiversité à sa place, parce que le meilleur révélateur du changement climatique, c'est bien le vivant et la biodiversité. Quand on parle d'agriculture, on parle de pêcherie, on parle du tourisme, on n'en a pas parlé, mais aussi, ce qui veut dire que je pense qu'aujourd'hui, les gens de la rue ont une assez bonne perception, on voit le climat qui change, ça fait peur, je dirais souvent, hein. Mais on ne se rend pas compte que tous les travers qui sont associés avec les pertes de diversité biologique sont aussi extrêmement importants. Donc je pense qu'on a une mission, nous scientifiques, de rappeler en permanence que le changement climatique est là. Heureusement qu'on a eu l'accord de Paris, qu'on en parle en permanence, mais n'oublions pas que pendant que ce climat qui change, en fait il change trop vite. On continue à détruire les écosystèmes, on continue à surexploiter, on continue à contaminer, bien sûr, on continue à disséminer tout partout. Donc, je pense que dans notre communication, il faut qu'on soit extrêmement aigu là-dessus en disant, voilà, cette diversité biologique dont on a viscéralement besoin, on peut en parler, c'est bien viscéral, elle est vraiment centrale dans les questions qu'on aborde ici. On ne fera pas d'agriculture durable sans préoccupation écologique, on n'aura pas de santé durable non plus sans préoccupation écologique. Donc je pense que c'est un message important, j'écoute souvent Franck avec plaisir, qu'il faut qu'on rappelle dans tous les messages que l'on fait passer à l'extérieur. Ce n'était pas une question, c'est un message. Enfin, on peut peut-être rebondir dessus. Hein. Je pense que... Un commentaire. Oui. Alors, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est difficile d'avoir des... parce qu'on a un certain nombre d'icônes de la biodiversité, l'ours blanc en fait partie, et j'ai voulu montrer que ce n'est pas si simple d'avoir des informations solides, et alors que l'on constate une diminution de la biodiversité. Pour reprendre l'exemple de l'océan Austral, alors pourquoi on s'y intéresse? Parce que d'abord c'est plus facile d'y étudier l'interaction entre le climat et les ressources marines, car il n'y a pas encore, heureusement dans l'océan Austral, il n'y a pas de surexploitation des ressources. En Arctique c'est extrêmement difficile. En Arctique, on a une superposition de la surexploitation des ressources, et donc quand on veut étudier l'évolution de la biodiversité en fonction du climat, on a de grosses difficultés. On a de grosses difficultés. Mais dans l'océan austral, on constate que la biodiversité diminue de toute façon. Donc le constat, il ne peut être qu'alarmiste. Sylvain Mahé, ministère de la Recherche. J'ai une question pour Jean-François Susana. On a vu ce matin dans la prospective, avec les différents travaux et modèles utilisés, que même dans le meilleur des cas, c'est-à-dire avec la meilleure gouvernance étatique possible, en prenant en compte tous les facteurs environnementaux positifs, je dirais, sur la problématique spécifique des sols, on voit que malgré tout, on va vers une dégradation, alors peut-être moins vite qu'actuellement, mais quand même vers une dégradation. Est-ce que sur ces modèles-là, vous avez, ou c'est possible de voir dans la problématique 4 pour 1000, si on modifie cette trajectoire,
ou s'il faudra de toute façon qu'on ait une rupture quelconque pour ne pas aller vers une dégradation des sols, des eaux, etc. Alors la proposition 4 pour 1000, elle serait très probablement à ranger dans la catégorie la plus optimiste, puisque c'est un changement majeur. Donc de ce point de vue, effectivement, ce serait peut-être un peu en contraste avec les prospectives telles qu'elles ont été conçues sur les sols jusqu'à présent. Ce qui est sans doute intéressant, c'est de noter que de ce point de vue, il y a eu un changement dans la conception. Pour la Convention désertification-dégradation des terres, on est passé d'une vue où l'on disait qu'on devrait arrêter finalement la dégradation des terres partout de manière universelle, à un constat plus réaliste qui consiste à dire qu'on ne pourra pas l'arrêter partout. Les phénomènes d'érosion sont puissants, ils ne peuvent pas être stoppés, mais on peut compenser. Alors, le terme de compensation est toujours difficile à manier, mais dans l'acception de cette convention, l'idée est de ralentir autant que possible ces phénomènes dans toutes les régions, mais d'augmenter la fertilité des sols, d'augmenter la matière organique et de restaurer les sols dans les régions où on pourra le faire. Donc d'aller au-delà de l'arrêt de la dégradation vers ce que certains appellent une aggradation, une amélioration, de manière à ce qu'on soit neutre au plan mondial. Donc je crois que si on le met au regard des scénarios de prospective, c'est la variante optimiste qui stopperait la dégradation nette.